la parole à Raphaël Branche, qui va nous entretenir de l'installation des militaires français démobilisés en Algérie, donc entre 1956 et 1962. La parole est à toi. Merci. Bonjour. On va effectivement un petit peu changer de perspective, puisque les militaires que je vais étudier maintenant sont plutôt vus comme futurs civils, en fait. Je vais commencer par une petite histoire, comme on en trouve parfois dans les archives, un petit fragment de vie dont on ne sait rien avant et peu de choses après. Au printemps 1956, l'Association générale des étudiants d'Algérie décide de prendre soin des militaires blessés qui sont hospitalisés à Alger. Elle prévoit que des jeunes filles remettent des colis aux blessés, qu'on incite les familles européennes à inviter les militaires chez elles pour dîner, ceux qui sont stationnés à l'hôpital et puis ceux qui sont plus largement stationnés dans le Grand Alger. Une note officielle précise bien plus qu'il serait intéressant que des étudiantes marraines soient choisies pour les intellectuels militaires, je cite, à savoir officiers, sous-officiers appelés. Et puis on pense plus largement à d'autres jeunes filles pour le reste de la troupe. Est-ce que c'est le reflet d'une politique de ce genre mise en place en Oranais qui est à l'origine de la petite histoire suivante? J'en sais rien. Toujours est-il que fin 1956, on trouve dans les archives une lettre d'un jeune homme de Savoie qui a été rappelé en Algérie en avril et qui écrit au ministre pour lui dire qu'il souhaite repartir s'installer en Algérie. Il lui dit qu'il ne connaît personne susceptible de lui trouver un emploi et il s'efforce de décrire son enthousiasme pour le pays en expliquant qu'il souhaite travailler là-bas et faire comme nos Français. Ajoutant « Je voudrais faire comme ceux qui y sont restés, continuer à soutenir l'Algérie. » Cependant, bien sûr, l'essentiel est ailleurs. Je cite « Durant mes 7 mois à Rio Salado, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille. Je voudrais y retourner et fonder un foyer, afin de donner à la France des enfants pour augmenter la population française en Algérie. » Robert Lacoste fait suivre la lettre au directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre d'Oran et au maire de Rio Salado. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Le jeune homme a-t-il trouvé sa bonne amie? A-t-il trouvé un emploi? A-t-il fondé une famille? Je n'en sais rien. Tout au plus, on sait qu'entre janvier 1956 et juin 1960, ce sont près de 900 militaires démobilisés originaires de métropole qui se sont installés dans le corps d'armée d'Oran et que 200 autres sont venus les rejoindre jusqu'en décembre 61. Entre ces motivations individuelles et ces statistiques d'installation, il est possible d'apercevoir la politique de séduction menée en direction des militaires du contingent par les autorités françaises en Algérie. Avant de revenir sur les faibles résultats, essayons d'en comprendre les enjeux, d'en préciser les modalités et parcourons ainsi un pan de la politique de la France en Algérie qui confirme l'immense fossé qu'il y avait alors à combler pour réussir l'Algérie française que l'on prétendait défendre et faire en même temps. Officiellement, le désir de soutenir les militaires métropolitains qui souhaiteraient s'établir en Algérie après leur démobilisation apparaît dans la directive générale du ministre résident du 18 août 1956. Il s'agit alors seulement de les informer sur les possibilités existantes, de leur suggérer cette nouvelle orientation de leur vie, alors pourtant que beaucoup de militaires alors sont des rappelés, c'est-à-dire engagés dans une vie professionnelle en France. Pour la plupart. La situation change rapidement avec l'arrivée des appelés en Algérie. À la jeunesse de ces nouveaux militaires répond alors l'image d'un pays que l'on caractérise aussi par sa jeunesse. Une jeunesse de ses habitants d'abord, mais plus largement une jeunesse intrinsèque caractérisée par un mélange de dynamisme et de potentiel inexploité. Un tract évoque ainsi début 58, je cite, « Un pays jeune et en plein développement offert aux jeunes dynamiques ». En octobre 59, l'officier supérieur responsable du comité armée-jeunesse d'Algérie, dont j'aurai l'occasion de reparler, se félicite, je cite, « des nombreux militaires intéressés par la recherche d'un emploi rémunérateur ou la possibilité d'un avenir de choix dans un pays jeune en pleine expansion. Parmi eux, ajoute-t-il, nombreux sont ceux que des attaches sentimentales sérieuses incitent à séjourner en Algérie à leur libération. » Mais le contexte économique aussi est là pour les attirer. Je cite, « Le mirage du pétrole et les perspectives du plan de Constantine incitent à chaque libération
plusieurs centaines de jeunes militaires à rechercher un emploi en Algérie. En avril 61, on retrouve les mêmes arguments, mais cette fois sous la plume des putschistes, pour séduire les appelés métropolitains. Je cite, « L'Algérie est une terre pour les jeunes. Tu sais combien d'autres qui mènent aujourd'hui une existence sans idéal, dans un quelconque fouillis les oies, rêvent sous la grisaille de leur ciel à certains paysages, jeunes de la belle Algérie, et à l'avenir heureux qu'elle peut réserver à des foyers nouveaux. » Entre-temps, l'action psychologique avait pu développer longuement cette thématique à destination des militaires, dont les tâches variées avaient été exaltées par les tracts du 5e bureau, par le journal Le Bled et autres supports de la propagande militaire à destination du contingent. C'est bien sûr l'esprit des pionniers mythiques du 19e siècle qui est proposé en exemple. C'est lui qui guide l'action, c'est ensuite lui qui donne son nom au bulletin d'information de l'Association des démobilisés métropolitains en Algérie, donc le pionnier. Dans cette guerre de reconquête menée de plus en plus activement depuis 1956 et renforcée sur le plan économique par la mise en place du plan dit de Constantine et les débuts de l'exploitation pétrolière, la France est effectivement en Algérie à la recherche, je cite, d'une main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée, qui lui permette de donner à l'ensemble de l'Algérie le visage moderne et industriel qu'elle n'est pas parvenue à lui donner en plus de 100 ans d'exploitation économique. De fait, depuis le XIXe siècle, l'Algérie s'est peuplée d'hommes et de femmes qui désignent ce pays comme leur terre et la France comme une mère patrie que l'on n'hésite pas à qualifier tantôt de marâtre. Pour ceux qui viennent de France, le contact avec cette population est rarement aisé. Et dans le contexte de la guerre, les soldats ne sont pas toujours bien traités par les Européens d'Algérie, en particulier par la population des campagnes et des petits bourgs ruraux, éprouvés par les attentats, tenaillés par la peur. Début 1958, on voit même un projet d'association qui émerge, qui se propose d'atténuer, je cite, le sentiment pénible d'isolement que sont censés ressentir les métropolitains récemment démobilisés, de même que ceux qui sont plus anciennement installés en Algérie. Dans une lettre qui expose le projet à Michel Gorlin, donc du cabinet de Robert Lacoste, Yves Le Tac, qui est le frère de Joël Le Tac, reporter à Paris Match et bientôt député UNR de Paris, explique son idée d'association en qualifiant les métropolitains et les Français originaires d'Algérie des deux éléments de la population de l'Algérie, les deux groupes de la population française, dit-il, dont il s'agit de faciliter le contact afin, je cite, d'éviter la naissance d'un complexe d'émigrés de la part des métropolitains. Yves Le Tac lui-même fait partie de ces émigrés, installés en Algérie depuis 1957, c'est un gaulliste, dirigeant même le comité de soutien général de Gaulle en mai 1958. Son analyse, selon laquelle il n'est pas facile d'être un métropolitain, pour un métropolitain de s'intégrer dans l'Algérie coloniale en guerre, paraît confirmée dans un rapport militaire de la fin 1959, un rapport militaire, qui affirme, je cite, que le jeune démobilisé croit ce pays hostile, à tort ou à raison, aux métropolitains. Cependant, les autorités civiles et militaires tentent d'assurer à ces nouveaux pionniers un confort attractif, leur permettant de compenser cette angoisse du mauvais accueil et puis aussi l'éloignement de leurs attaches familiales métropolitaines. Ce sont deux structures qui ont en charge de faciliter le contact, notamment entre les offres d'emploi et les appelés amenés à être démobilisés. C'est l'Office civil de recrutement, créé à l'été 1957, qui publie les postes destinés aux administrations algériennes et qui diffuse les informations qui les concernent. Il dépend de la Direction générale des affaires politiques et de la fonction publique du gouvernement général. Pour le reste, les contacts avec les futurs employeurs sont facilités par l'insertion dans le journal Le Bled, à partir de 1958, des petites annonces des employeurs, et par la mise en place, octroyée par l'armée, la mise en place d'une permission de 6 jours accordée à ceux qui souhaitent se présenter à un employeur. C'est le comité armée-jeunesse d'Algérie, que je vais appeler à partir de maintenant CAJA, créé fin 1957, qui organise tous ces contacts. Il prévoit aussi, il le fait à partir de 1958, il prévoit d'organiser donc des visites. On emmène les soldats visiter des exploitations agricoles algériennes pour, je cite, leur faire connaître les milieux ruraux, les méthodes de culture utilisées en Algérie, dans l'espoir explicite que la connaissance de l'Algérie puisse éveiller chez certains militaires le désir de s'y fixer. De même, on organise des visites dans les entreprises industrielles. On essaye de leur montrer concrètement
que l'essor industriel et économique algérien existe. Enthousiaste, le CAJA soutient aussi la mise en place de ce qui s'appelle les équipes de contact décentralisées sur l'ensemble du territoire algérien, afin de faciliter donc les liens entre patronat, administration et armée pendant le temps du service militaire. Cette décentralisation accompagne celle plus largement des comités armée-jeunesse et elle, en fait, elle révèle globalement une évolution de la structure qui change beaucoup entre 1958 et 1960, peu importe ici. Une fois démobilisés, les jeunes militaires se voient attribuer un certain nombre d'avantages en Algérie. Logiquement, la première mesure semble avoir été de leur permettre de garder le bénéfice du rapatriement en métropole aux frais de l'État pendant les 5 années suivant la date de leur libération. Donc s'ils décident de s'installer immédiatement après leur démobilisation, de rester en Algérie, ils gardent le droit d'un passage vers la France dont ils auraient normalement bénéficié après leur démobilisation, et ce pendant 5 ans. Ensuite, les candidats ayant obtenu un emploi de fonctionnaire titulaire se voient offrir une prime de recrutement et d'installation. Et des mesures incitatives sont prises afin de faciliter les prêts d'installation dans l'ensemble des secteurs économiques. Je vais y revenir. Pour l'essentiel, il s'agit en fait d'une reprise des dispositions des textes ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale relatifs à l'attribution de prêts aux anciens prisonniers de guerre, déportés et réfugiés. Des taux d'intérêt avantageux et des plafonds sont fixés. Par exemple, on assouplit les conditions d'accès à la propriété. On demande simplement aux militaires d'apporter 10% du montant du bien et on leur prête tout le reste à un taux avantageux de 3% au lieu des 4% ordinairement proposés. Ce à quoi l'armée ajoute un avantage offert à tous les militaires décorés de la médaille commémorative, ce qui concerne globalement quasiment l'ensemble des militaires démobilisés. Ces incitations ont effectivement intéressé. On en a la preuve dans les archives. Des dizaines de milliers de militaires se sont manifestés et ont manifesté leur intérêt pour ces propositions. Fin 1957, le CAJA constatait que 2500 demandes étaient parvenues pendant l'année 57 donc au bureau de main-d'œuvre de la part de jeunes libérables qui souhaitaient s'installer en Algérie. En 1958, la structure a reçu entre 1000 et 1500 lettres par mois. La mise en place d'une structure d'interface liée à l'armée, le développement de l'information sur les possibilités d'installation avait assurément déclenché des désirs, en tout cas pour les premières années, 57-58, on manque de chiffres précis sur les années qui suivent. Mais ce qui frappe évidemment, c'est surtout le décalage entre l'abondance relative, on a vu les chiffres tout à l'heure des centaines de milliers d'hommes en Algérie sous le drapeau, donc l'abondance relative des demandes et l'extrême faiblesse des installations effectives. En 1960, le rapport entre les mises en relation employeurs militaires, les chiffres qu'on a donc de soldats mis en relation, et l'installation effective est estimé de 4 à 5. Donc 4 à 5 mises en relation pour une installation effective. En juin 1960, le premier bureau de l'état-major comptabilise 3800 militaires du contingent originaire de métropole ayant déclaré se retirer en Algérie. C'est ça la statistique, ayant déclaré se retirer. Depuis le 1er janvier 1956, autrement dit, c'est certainement un maximum, parce qu'entre la déclaration et l'installation effective. Si on considère que la politique incitative en la matière a surtout commencé à partir du printemps 57, on aurait donc une moyenne annuelle autour de 1200 démobilisés métropolitains ayant décidé de s'installer en Algérie. Dans l'année qui suit, les chiffres commencent à baisser et la dégradation, l'année qui suit 1960 commence à baisser, la dégradation est spectaculaire à partir évidemment du putsch. Au total, jusqu'en décembre 61, c'est près de 820 personnes qui se sont ajoutées aux quelques milliers précédemment installés, donc peut-être 4000 personnes en tout. Alors que le Constantinois avait plus attiré que l'Oranais jusqu'en juin 60, la région attire 2 fois moins par la suite. L'Algérois, en revanche, continue toujours à drainer plus de la moitié du flux. On a manque d'éléments pour comprendre et pour éclairer ces choix. On pourrait ainsi penser a priori que le Constantinois aurait été moins attractif que l'Oranais du fait de sa moindre urbanité, de la moindre importance de sa population européenne et de la dureté de la guerre qui s'y mène, mais les chiffres, en tout cas jusqu'en 60, contredisent cet a priori. L'essentiel est néanmoins l'échec de cette politique d'installation de nouveaux colons en Algérie. Tirant un premier bilan de l'action entreprise, fin 1959, le général Durand, qui dirige le comité armée-jeunesse, et son adjoint pour l'Algérie,
le lieutenant-colonel Léonard la présente comme une réponse qui avait été imaginée face, je cite, aux départs nombreux de FSE repérés entre 54 et 57. Donc les Français de souche européenne qui partaient, bon, les chiffres, enfin l'estimation militaire ne correspond pas à la réalité observée par les historiens, mais peu importe, il y a effectivement des départs, hein, et donc on imagine cette espèce de processus de compensation. La décision aurait alors été prise dès 1956, donc de favoriser ces nouveaux colons. Cependant, donc, devant les résultats, les deux officiers sont très perplexes et réfléchissent aux raisons de l'échec. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils pointent très clairement l'incertitude de l'avenir, hein, comme raison, en particulier pour la question de l'accession à une propriété privée basée sur des emprunts à long terme. Ils se demandent la pertinence de ce genre d'action. Je cite le lieutenant-colonel Léonard. Dans l'hypothèse impensable et irréalisable, certes, d'un repli de la France, quel sera le sort des démobilisés ayant sollicité un prêt et qui s'inquiètent aujourd'hui d'avoir trop rapidement tiré une créance à vie? En cas d'échec de la politique française en Algérie, leur prêt leur sera-t-il remboursé? À ces questions, conclut-il, tous demandent une réponse dans une politique d'implantation nettement posée et définie. On a du mal à savoir si on a répondu au lieutenant-colonel Léonard. Ce qui est sûr, c'est que son rapport est régulièrement en annexe d'autres rapports. En réalité, la question de l'accession à la propriété est largement théorique, dans un contexte algérien de pénurie de logements énormes, et de fait, on imagine qu'il s'agit surtout de cas extrêmement marginaux. Le point, en tout cas, est régulièrement évoqué, et c'est un énorme problème, cette question de l'accès au logement en Algérie pour ces nouveaux démobilisés. Il y a des plans de construction ambitieux qui accompagnent le plan de Constantine, mais les chiffres de construction sont tout à fait insuffisants. Et le prix des logements disponibles est souvent prohibitif. Dans la période d'attente d'un logement bon marché, les autorités militaires ont tenté de trouver des solutions intéressantes. Le CAJA propose, début 1958, d'organiser des centres d'accueil, je cite, pour les ménages fondés par des militaires métropolitains libérés et voulant se fixer en Algérie. Ils envisagent des centres qui offriraient des logements gratuits en HLM, le temps que ces ménages deviennent propriétaires. Donc c'est toujours l'idéal du couple et de l'accession à la propriété privée. C'est un projet qui n'aboutit pas. Alors on ne sait pas très bien pour quelles raisons, sans doute tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux disponibles. Face à ce problème récurrent, on envisage, fin 1959, une autre possibilité extrêmement intéressante aussi. On envisage d'étendre les activités de la Sonacotrale à l'Algérie. La Sonacotrale mise en place donc, en métropole pour les foyers d'Algériens, dont on vante donc, les succès en métropole, et on se dit, après tout, pourquoi pas reproduire la Sonacotrale en Algérie, ou alors créer une société analogue. Le parallèle est fait explicitement par le général Durand, pas du tout choqué par le symbole de ce transfert. Je le cite, « La solution nationale, réalisée en métropole pour les travailleurs français musulmans, doit servir d'exemple à ce qui doit être mis sur pied en Algérie. » Bon, là non plus, ça n'aboutit pas. Mais c'est intéressant de voir qu'on a là, dans l'action et dans la pensée militaire, une vraie pensée symétrique entre les deux rives de la Méditerranée, une pensée qui est très présente dans les actions du comité armée-jeunesse, dont la principale activité, en fait, n'est pas de travailler avec ces démobilisés, mais de travailler, en fait, avec les jeunes Algériens, en direction des Algériens pour améliorer les relations entre eux et la France. Des stages sont organisés en France pour les former, par exemple. La notion d'échange des compétences selon les besoins est aussi très présente à un moment où le flux d'Algériens venant travailler en France augmente notablement. Alors, qu'en est-il du flux dans l'autre sens? Donc, on souhaite de ce personnel qualifié, hautement qualifié, comme je disais au début. L'armée ne cesse de répéter que l'Algérie a besoin de cadres, de techniciens, d'ouvriers qualifiés. Et le problème, c'est qu'elle ne reçoit pratiquement que des demandes venant d'ouvriers sans qualification et d'employés de bureau. Ce décalage est certainement le plus important dysfonctionnement de la politique d'installation des nouveaux colons en Algérie, c'est-à-dire un décalage entre l'offre et la demande, à quoi il faut ajouter bien sûr le faible niveau de salaire proposé en Algérie. Pour finir sur cet échec, au-delà de l'échec économique certain, cette politique est bien sûr un échec politique. Comptant sur la découverte du pays accomplie au cours du service militaire et sur une propagande qui vante un pays offert aux initiatives de jeunes gens dynamiques, dans la lignée des pionniers du XIXe siècle, dont on rappelle incidemment les grandes réussites,
Les autorités civiles, mais surtout militaires, ont donc tenté de séduire les militaires métropolitains. Politiquement, ils ont même pu être envisagés comme un apport modérateur. D'autant plus modérateur qu'on perçoit nettement une radicalisation de la population européenne d'Algérie. Sur ce point aussi, donc, l'échec est net. En 1959, le lieutenant-colonel Léonard, le même, avait mis en place l'association algérienne des jeunes démobilisés métropolitains, qui était présidée par un jeune patron du secteur immobilier. Son idée, c'était de faciliter les contacts entre les démobilisés, mais aussi d'être un lieu d'information et aussi, donc, je le cite, un embryon de troisième force. Un embryon de troisième force, en tout cas, c'est ce que pense le 5e bureau qui observe cette association. Or, l'association est un échec, 200 personnes, 200 adhérents, essentiellement, semble-t-il, algéroises, et qui, plus est, autant qu'on la connaisse, assez peu représentative de l'ensemble des démobilisés, puisqu'un jeune patron, un boucher charcutier la dirige, alors qu'on l'a dit, la plupart des démobilisés sont des ouvriers, des employés. Surtout, elle connaît des divisions internes importantes, qui sont en fait les mêmes que l'ensemble du milieu européen d'Alger, entre ceux qui soutiennent la politique française en Algérie et ceux qui la désapprouvent, allant jusqu'à soutenir les barricades en janvier 60, voire s'engager dans l'OAS ensuite. Ainsi, d'anciens démobilisés ont soutenu le putsch, d'autres ont fait de la prison pour leur lien avec l'OAS. La plupart, ceci dit, sont vraisemblablement rentrés avec les autres Français d'Algérie dans la grande vague du printemps 62. Si leur invisibilité historique finalement atteste à sa manière de leur fusion dans l'ensemble des Français d'Algérie, elle me semble surtout rappeler leur faible nombre, goutte d'eau à contre-courant d'une histoire dont la politique à marche forcée, souhaitée notamment par le plan de Constantine, n'a pas suffi à inverser le cours. Je vous remercie.